Bienvenue dans cette première édition de notre nouveau podcast pour échanger sur les nouvelles tendances et meilleures pratiques en matière de marketing digital, qu'il s'agisse d'acquisition, de fidélisation, d'expérience, de brand content. Nous recevons les meilleurs experts pour approfondir nos connaissances et enrichir nos compétences. C'est parti pour Décode Marketing. Search marketing, depuis toujours, l'information est la matière première du réacteur. Google cherche à mettre en valeur les contenus experts qui se différencient et apportent une valeur ajoutée aux internautes. L'arrivée massive de l'IA, qu'elle soit transparente ou activable, vient bousculer le paysage du search marketing. J'interrogerai bien entendu notre invité sur la question du contenu. Quels sont les contenus pertinents? Quelles doivent être leurs formes afin qu'ils soient digestes, notamment pour l'intelligence artificielle? Mais pour autant, si ces innovations apportent de grands changements, elles représentent aussi une opportunité de raffermir ses bases en SEO bien entendu, mais également en data analyse et surtout en marketing avec une approche plus méta-search, moins silotée pour construire ses stratégies d'acquisition et d'optimisation de la conversion. Entre grosses marketing produits / services, influence et analyse de marché, c'est avant tout la connaissance des intentions et usages de vos clients qui sont essentiel pour driver vos stratégies de demain. Autant de points de discussion que nous allons aborder avec Alban Renard, que vous connaissez déjà sur Décode Média, qui est le directeur de l'innovation chez Cybercité. Bonjour Alban. Bonjour Richard, merci pour l'invitation et puis bonjour à tous. Voilà, et Alban, pour débuter, je te propose tout simplement de dresser un panorama des changements que tu as pu observer dans les modes de recherche et de diffusion des informations sur les différents moteurs. Comment, toi, de ton point de vue, tu vois ce search se redessiner ? Oui, c'est vrai que ces changements, tout le monde les a un peu observés quelque part. Ça fait 2 à 3 ans que ça change beaucoup. On a pu voir l'émergence de l'IA en termes de nouvel usage qui vient potentiellement remplacer la logique même de moteurs de recherche et qui, du coup, vient bouleverser la position ultra hégémonique de Google, immuable depuis 15 à 20 ans finalement. Ça pose d'autres questions sur ces fameux usages, avec des réseaux sociaux qui émergent comme TikTok, qui devient un petit peu le moteur de recherche des jeunes, des plus jeunes. Donc à partir de là, va vraiment falloir se poser la question de comment on continue à acquérir de la visibilité dans un contexte de recherche d'informations. Il faut plus penser en mode recherche d'informations que search marketing à l'ancienne, comme on pouvait le voir. Après, il y a quand même aussi beaucoup de choses qui ne changent pas, et c'est pour ça que la logique de conserver et développer ces acquis est assez essentielle, comme tu l'as dit en introduction. Alors, si ChatGPT a rendu visible l'intelligence artificielle avec son interface justement je pose une question. L'IA, elle est totalement intégrée dans de nombreux outils de recherche, que ce soit Google ou d'autres, et de manière complètement transparente. Comment justement tout cela se structure? Comment toi tu vois cette intégration? C'est vrai que finalement, OpenAI a mis un gros coup de pied dans la fourmilière, mais ça fait plus de 10 ans qu'on entend parler d'IA chez Google. Si on parle que de Google, en termes d'utilisation, c'est au quotidien, puisque finalement, à chaque requête qu'un internaute va formuler, Google va essayer de comprendre ce qu'il souhaite réellement obtenir, quelle est son intention cachée. Et pour ça, il y a tout un ensemble d'algorithmes de machine learning qui sont plugués à Google pour finalement comprendre, désambiguiser, comprendre l'ambiguïté derrière les requêtes et essayer de renvoyer la réponse qui satisfasse le maximum de monde. Donc tout ce travail de désambiguisation, il est automatisé. Google communique depuis de nombreuses années sur ces fameux 15 à 20% de nouvelles requêtes chaque jour. Ces nouvelles requêtes, elles sont traitées par des algos d'IA, et du coup, il y a tout un travail qui est fait de ce côté-là, mais également sur la personnalisation des résultats, sur le côté multimodal, le fait de pouvoir rechercher du texte dans une image. C'est quelque chose qui se développe beaucoup, notamment côté recherche visuelle avec des outils comme Google Lens.
Et puis, bah, il y a également tout le développement dont Google parle beaucoup, notamment dans son événement là, début mai de le Google I.O. Ils ont énormément parlé de leurs infrastructures de machine learning, puisque aujourd'hui, il y a un vrai enjeu pour eux de montrer leur force sur ces aspects-là, pour pas avoir l'air dépassé, mais on est plus dans une guerre de communication que de réels changements dans les usages, puisque, encore une fois, c'était déjà là depuis de nombreuses années. Alors le search, hein, donner à peu près la même réponse à tout le monde, en quoi et ces nouvelles interfaces et l'IA justement permet de personnaliser finalement les réponses qui sont fournies. Bah, le changement majeur, on va dire, apporté par un chatbot, c'est la logique de conversation, en fait. Si on regarde comment fonctionne ChatGPT ou Gemini, donc l'IA de Google, ou des moteurs comme Perplexity, on va avoir la possibilité de ne pas repartir de zéro à chaque fois qu'on reformule ce qu'on a demandé. Chez Google, auparavant, c'était un petit peu comme ça. On reformule et finalement, Google analyse a posteriori les successions de requêtes qu'on va faire pour améliorer ses résultats de manière globale. Là, on est plus dans l'instantanéité. Le fait qu'une requête formulée va être derrière précisée par un retour de l'utilisateur, soit par l'utilisation des feedbacks, soit tout simplement en reformulant pour compléter et avoir des informations qui sont affinées. Donc finalement, ça pousse à développer un petit peu son mode de communication avec les bots pour mieux comprendre comment ils arrivent, eux, à nous renvoyer quelque chose qui réponde réellement à notre besoin, finalement. En quoi justement cette dimension conversationnelle, ces itérations permettent justement d'aller plus loin pour une marque dans la construction de ses contenus? Bah, c'est là où ça peut devenir compliqué, c'est qu'en fait, il faut arriver à partir de toutes les requêtes qu'on appelait jusque-là les requêtes de longue traîne, donc les questions-réponses, les requêtes qui sont formulées avec 4, 5, 6 mots, qui peuvent être assez longues et formulées en discours naturel, on va dire, en langage naturel. Donc des requêtes qui n'étaient pas forcément remontées par des outils de SEO. Il va falloir aller piocher les informations, notamment dans Google, dans ce qu'on appelle les People Also Ask, donc les questions fréquentes posées par les internautes que Google affiche dans ses résultats, pour comprendre un petit peu les demandes profondes. Vraiment, le jeu, c'est de trouver l'intention cachée, l'intention finale, d'en déduire tout un ensemble de questionnements et de les rassembler finalement dans ces contenus pour produire quelque chose qui, sur un sujet donné, sur une thématique donnée, puisse répondre à l'intégralité des questions qui peuvent se poser. Donc c'est vraiment une question d'enrichissement sémantique et de rassemblement d'informations. On appelle ça de la clusterisation finalement. Alors justement, quand on développait, hein, son SEO, entre guillemets, on écrivait pour Google. Est-ce qu'il en va de même pour les IA? Est-ce qu'on écrit pour les IA ou est-ce qu'on structure les données de manière à ce que les IA y accèdent plus facilement et les travaillent de manière plus efficiente? Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est un peu la même chose en fait, vu que les moteurs sont depuis assez longtemps plugués à des outils de machine learning. Le fonctionnement, finalement, il est assez le même, hein. On va parler de richesse sémantique, on va parler de champ sémantique, on va parler de relations entre ce qu'on appelle les entités nommées, donc voilà, les concepts finalement pour simplifier, et les relations entre les concepts. Et du coup, à partir du moment où on comprend ce qui est attendu pour une cible par rapport à un sujet donné, on va travailler cette richesse-là finalement un peu de la même manière. Et finalement, quand on dit on écrit pour les moteurs, nous, chez Cybercité, ça fait facile 10 à 15 ans qu'on dit attention, n'écrivez pas que pour les moteurs, écrivez en priorité pour les internautes cibles que vous cherchez à atteindre. Donc c'est pour ça que finalement on en revient à une logique marketing et l'IA vient mettre ça en lumière, mais ça fait longtemps que c'est des recommandations SEO qui sont formulées. Est-ce qu'il y a des particularités dans différents domaines? Je pense notamment à l'e-commerce, au tourisme, au B2C, au B2B. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'hétérogène ou est-ce qu'on retrouve un socle commun à toutes ces recherches? Bah, c'est là où en fait il faut arriver à sortir de son expertise pour ne pas avoir une vision qui soit trop silotée. Sous prétexte qu'on fait du SEO ou du search marketing, on doit systématiquement penser en SEO. En fait, fonctionner comme ça, c'est souvent une erreur parce qu'on en oublie la réalité des usages.
Donc en fait, pour répondre à cette question, il faut se dire, bah, quand on veut réserver un voyage, qu'est-ce qu'on fait? Et à partir de là, on comprend que le besoin, il est celui de réserver le voyage à tel endroit, ou alors dans un endroit finalement qu'on n'a pas encore décidé de visiter, puisqu'on est plus dans un mode d'inspiration. Et l'idée, c'est de bien comprendre les différentes étapes de décision et de les appliquer au secteur d'activité qu'on veut cibler. Donc, les particularités, bah, ça va être finalement des logiques de meta-search ou de global search, si on veut, de recherche globale d'informations. Et si on prend l'exemple du tourisme, par exemple, ben, on va se poser la question de dans quelle mesure, moi, en tant qu'utilisateur, je vais utiliser en priorité Booking ou se loger, pardon, pas se loger, Airbnb ou TripAdvisor ou des outils comme ça. Et en fait, il va falloir arriver à mesurer finalement les parts de voix, les parts de marché, les parts de trafic sur ce type d'outil-là versus un Google qui potentiellement ne va être utilisé qu'à certaines étapes du process de décision. Et notamment, ça peut être au moment de l'inspirationnel, encore que hein, ça peut être sujet à débat, mais en tout cas, pour chaque secteur d'activité, il va falloir se poser ces questions-là et essayer un maximum de récolter des informations. En e-commerce, ça va être la part de marché entre Amazon et Google, par exemple. En B2B, ça va potentiellement être la logique de présence sur du podcast spécialisé comme celui qu'on enregistre aujourd'hui, ou sur LinkedIn, ou sur d'autres outils spécifiques en fonction du secteur d'activité. Donc en fait, c'est là où il faut vraiment se poser la question de qui est ma cible, euh, qu'est-ce qu'elle veut et où est-ce qu'elle consomme son temps sur le web. Et en fait, toute la question est là. Alors on le voit, hein, ChatGPT notamment permet d'itérer et de poser des questions assez complexes à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des usages émergents que tu trouves particulièrement intéressants et qui peuvent être de bons moyens pour des marques de proposer une nouvelle expérience de découverte de la marque à leurs clients et prospects? Oui, bah, il va y en avoir plein, hein. Il y a notamment la logique qui consiste à fournir un maximum d'informations qui proviendraient de data first party, par exemple. Donc, produire finalement des contenus qui soient nourris à la fois par une logique sémantique, mais également une logique purement de satisfaction de l'internaute. Bah, par exemple, un outil enfin un site ou un écosystème qui va permettre de faire de la réservation de voitures dans telle ville, on va avoir du contenu qui va être alimenté par de la donnée statistique de réservation sur laquelle on va dire, bah, voilà, pour réserver un véhicule à Nice, en général, nos clients s'y prennent 3 semaines à l'avance. Le véhicule le plus réservé, c'est la Fiat Panda, la Fiat Uno, je sais pas, parce qu'elle est adaptée à la taille de la ville, aux petites rues, etc. Donc en fait, c'est toute cette logique-là d'ultra personnalisation, en fait, sur laquelle on peut faire des expériences clients qui soient beaucoup plus riches et qui soient plus réelles, en fait, plus réalistes par rapport à ce qu'on propose comme service. Et en fait, c'est là où il faut mettre en lumière ces éléments différenciants et sa capacité à produire un produit ou un service de grande qualité. Alors bien entendu, ces évolutions se succèdent à des vitesses qui sont parfois stratosphériques, c'est extrêmement rapide. Qu'est-ce que cela implique aujourd'hui côté coulisses pour réussir à ajuster sa stratégie par rapport à cette vitesse d'évolution? Bah, alors là, je vais mettre ma casquette agence conseil parce que voilà, c'est ma vision et la vision agence. Pour un annonceur, ça va être beaucoup plus ciblé sur son secteur d'activité et la connaissance de son secteur d'activité. Mais nous, en tant qu'agence conseil, ça va être une logique d'implication finalement dans le business du client, d'avoir vraiment plus une logique de partenaire que de prestataire et de faire nôtre finalement les besoins business qu'il va avoir, puisque dans un environnement comme celui-là, finalement, ça revient à apprendre avec notre client plutôt qu'en amont d'une prestation qu'on va lui délivrer. Donc, quelque part, nous, on intervient en tant que tiers de confiance, on apprend
tout un ensemble de nouvelles pratiques, de nouveaux usages, de nouvelles méthodes. On les confronte avec l'ensemble des consultants qui font la force de notre agence. Et à partir de là, on prend des positions, on les exprime auprès de nos clients et on échange pour tester des choses. Donc on est beaucoup plus dans une approche de test and learn, d'innovation finalement intégrée pour aller chercher les choses qui marchent le mieux, tout en finalement restant très humble par rapport à ça, parce que on va conjointement avec nos clients faire des erreurs avec eux en fait parfois et en sortir grandi et progresser ensemble. Donc finalement ça change un petit peu l'approche agence conseil puisque le côté un peu parole d'évangile au grand gourou, bon, nous on n'y croyait pas trop de toute manière, mais c'est quelque chose qui tend à disparaître. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'internaliser cette expertise au sein de l'entreprise ou de le faire à un coût relativement important. Il vaut mieux passer par un tiers comme Cybercité pour développer justement son approche. Je vais essayer de pas forcément trop prêcher pour ma paroisse, mais non, c'est pas forcément impossible d'internaliser. Par contre, c'est vrai que même chez nos clients qui internalisent ce type de compétences, c'est bien de confronter ces points de vue et c'est bien d'avoir plusieurs cerveaux qui réfléchissent ensemble. Donc, quand on a la chance de pouvoir construire une grosse équipe et de trouver des profils qui soient tournés vers l'innovation, ce qui n'est pas forcément évident, hein. Tout le monde n'a pas cette culture de l'innovation et cette curiosité qui pousse à se remettre en question un petit peu tous les jours par rapport à finalement des process un peu plus tranquilles sur lesquels on fait un peu le même job tous les jours, toutes les semaines. Nous, on a tendance à quand même conseiller de garder une agence conseil à côté pour confronter les points de vue et puis pour voir s'il n'y a pas des choses qui se passent dans d'autres secteurs d'activité que le nôtre pour finalement s'inspirer. Et en fait, tout le jeu et tout le rôle de l'agence demain, c'est vraiment cette dimension stratégique, rassemblement d'informations et capacité de vulgarisation, d'évangélisation et de diffusion. Justement, quels sont les premiers axes de renforcement que toi tu recommandes hein, pour justement pour réussir à muscler ses compétences en termes d'IA? En fait, souvent, il faut d'abord booster ses compétences sur nos métiers. Et je dis nos métiers, ça peut être les métiers du client ou ça peut être pour nous le métier du search, le métier du SEO, le métier du SIA, du média, de l'analytics, parce que finalement, les IA, elles sont basées sur du langage naturel, elles sont basées sur des relations sémantiques qui vont très très loin. C'est-à-dire que la compréhension, enfin, c'est pas de la compréhension, mais la capacité d'interprétation des termes et de ce qu'ils veulent dire va beaucoup plus loin que ce qu'est capable de comprendre un humain. Donc, ça veut dire aussi que le vocabulaire utilisé, notamment dans les prompts, il doit être très spécifique. Et plus on va avoir des besoins avancés et techniques, plus notre vocabulaire va devoir être avancé et technique également. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est tout simplement l'exemple du code, hein. Si aujourd'hui, on ne peut pas dire que un ChatGPT ou autre va coder une application de A à Z sans réfléchir et sans que la personne qui fasse le prompt n'y connaisse quoi que ce soit. En tout cas, enfin, je ne vous le conseille pas si vous voulez que ça marche. Par contre, un développeur un peu plus junior, mais qui a beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, aujourd'hui, il peut vraiment booster ses compétences très rapidement parce qu'il va interagir avec finalement une interface qui va être un peu comme un super assistant HPI doté de connaissances au niveau mondial quasiment. Et du coup, il va pouvoir beaucoup plus tester, débugger son code, comprendre où est-ce qu'il a fait une erreur. Et la plupart des outils de développement aujourd'hui, de Google Colab à d'autres solutions, permettent finalement d'interagir avec des IA et de plus vite progresser finalement. Donc, il faut cette volonté, non pas forcément de progresser en IA, mais de progresser sur son métier en utilisant l'IA. Alors je le disais en introduction, ça passe aussi, l'IA n'anéantit pas hein, le SEO, au contraire, ça le renforce. Du coup, comment on redessine sa stratégie SEO dans ce contexte de changement d'usage? Alors, ça dépend de quoi on parle quand on parle de changement d'usage, mais au niveau de l'intégration de l'IA, nous, ce qu'on a tendance à préconiser, c'est de l'intégrer un petit peu à toutes les étapes des process, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément chambouler l'intégralité de nos méthodes de fonctionnement, mais on va plutôt les muscler systématiquement avec une surcouche d'IA pour aller plus vite finalement sur certains aspects qui peuvent être chronophages, hein.
le traitement de données, l'export de données, toutes ces notions-là peuvent parfois être un peu longues. Mais on est un peu à la frontière aussi entre l'IA et la data science, qui sont quand même deux choses proches mais en même temps différentes. Donc, sur ces aspects-là, il y a pas mal de choses à automatiser, à imaginer. Et derrière, nous, on a tendance à penser que l'IA est un vrai booster de créativité, puisque elle va assez rapidement nous détecter des éléments sur lesquels on n'aurait pas encore pensé à travailler parce que hyper spécifique, parce que contenu niché, parce que contenu vraiment adapté à des cibles, à des personas bien spécifiques. Donc nous, finalement, on intervient à tous ces niveaux-là via des outils qui nous permettent de générer des cibles marketing, de générer des personas par la suite et derrière de générer des pré-contenus qu'on va venir rechallenger, retravailler avec un cerveau humain, parce que c'est encore ce qui fait la différence et c'est ce qui permet de mettre en valeur les idées les plus créatives. Et généralement, les idées les plus créatives, elles sont inspirées par de l'IA, mais elles sont humaines, parce qu'il faut arriver à interpréter et à comprendre avec une certaine sensibilité ce qui peut toucher une cible. Alors justement, tu devances ma dernière question. Quand on parle d'IA, généralement on pense technologie et justement en quoi la créativité marketing reste-t-elle au cœur de ces innovations? Bah, écoute, ça me dérange pas de reparler de créativité parce que je pense que c'est vraiment au cœur de tous les systèmes et de toutes les méthodes marketing aujourd'hui. On en entend beaucoup parler dans le domaine du contenu, dans le domaine publicitaire, et finalement, on ne pense pas toujours à relier ça avec le SEO. Mais même d'un point de vue technique, finalement, les gros chantiers techniques sur la partie search marketing qui vont avoir une influence majeure sur les résultats in fine, que ce soit des ventes ou de la souscription de services, ça va être des stratégies qui mixent du contenu, de la créativité et de la technique. Mais la technique n'est qu'un moyen. Euh, Par exemple, on peut avoir des clients, nous, qui se lancent dans des projets pour mettre en valeur leur réalisation. Si tu prends l'exemple d'un architecte, par exemple, il va vouloir mettre en valeur les réalisations qu'il a faites. Bah voilà, ça implique de la créativité, de savoir comment on produit des images, des vidéos, du texte qui va mettre en lumière à la fois ce qui a été fait, mais en même temps élargir un petit peu le sujet pour toucher des cibles potentiellement similaires qui pourraient avoir les mêmes idées ou qui pourraient être intéressés par ça. Et c'est là où c'est intéressant d'utiliser de l'IA, c'est de se dire, voilà, on a réalisé ça, voilà l'exemple de ce qu'on a pu produire, adapte-le à telle cible que je cherche à toucher. Et en fait, de cette manière-là, on met de la créativité, on trouve des idées, et ensuite, à partir du moment où on a les idées, on change notre mode de prompting finalement pour aller produire réellement la matière. Mais ce qui a fait la différence, c'est la capacité à détecter la bonne idée dans une multitude d'informations qui sont soit issues de l'ensemble des jeux de données dont on dispose dans l'entreprise aujourd'hui, qui viennent de sources tellement multiples qu'elles en sont presque illisibles. Et puis, bah, ces fameuses idées que l'IA peut nous synthétiser, nous regrouper de manière à ce qu'on les relie au maximum avec les réels besoins finalement des cibles qu'on cherche à toucher. Et au final, ce qui va compter, c'est la même chose que ce qui compte dans la publicité, c'est l'émotion qu'on va générer chez la cible qu'on cherche à atteindre. Merci Alban Renard de cet échange. Je rappelle, tu es à la tête de l'innovation au sein de l'agence Cybercité. Merci à tous de nous avoir suivis sur cette nouvelle édition donc de Décode Marketing. Vous pouvez nous retrouver bien entendu sur toutes les bonnes plateformes de podcast, à commencer par nos amis de Deezer, mais également Apple Podcast ou encore Spotify. Merci à tous, à très bientôt.